Bonjour, le Marigot vous salue et revient en suivant la dernière ligne du deuxième volet de notre itinérance littéraire. Après l'étape à Saint-Louis et l'esclavage, je vous amène sur un extrait des zoos humains et des exhibitions coloniales, 150 ans d'invention de l'autre. Ce livre, il vous le faut absolument, d'Éric Blanchard, entre autres. Aujourd'hui, je vous fais une partie de l'introduction ô combien révélatrice de l'état d'esprit et des ambiances d'alors. Ces mots, ce décor, ces révélations nous en disent longuement sur le lit d'aujourd'hui, les pensées de certains, l'imaginaire qui les entoure, les mauvaises idées, les mauvaises manières, ou encore un mauvais héritage qui perdure et qui n'a plus lieu d'être. Donc il nous appartient d'éveiller, il nous appartient de nous cultiver, de mobiliser, de nous rassembler. Encore une fois, ne jamais laisser dire, laisser faire et dire les choses clairement comme le fait ici Pascal Blanchard qui, de mon point de vue, fait partie évidemment de mes historiens préférés, entre autres. Ce qu'il dit et ce qu'il écrit qui me tient très à cœur parce qu'à travers lui, on sent la vérité, on voit l'histoire et surtout, il le dit avec passion, avec intelligence, avec objectivité et surtout avec véracité. Il cherche la vérité. Il dit la vérité et je vous conseille de vous rapprocher de ses œuvres pour regarder avec bienveillance toutes ces pages dures, toutes ces périodes, pensées, calculées, concertées à l'époque. Donc je vous livre cet extrait de l'introduction de la longue histoire du zoo humain. Il nous dit: conjuguant à la fois exhibition, spectacle, éducation et domination, le zoo humain constitue un phénomène dont l'étude en tant qu'objet scientifique est du ressort de l'histoire, de l'anthropologie, de la science politique et de la sociologie. Elle s'inscrit aussi bien dans la sociologie des cultures de masse que dans l'histoire coloniale. La première interrogation porte sur la généalogie des zoos humains. L'exhibition d'êtres humains exotiques renvoie à différents degrés de l'exhibition et à plusieurs registres de la connaissance, s'inscrivant ainsi dans la production de savoir. Ce phénomène émerge véritablement au XIXe siècle du fait de la conjonction de plusieurs facteurs politiques, sociaux, économiques, tout en puisant ses racines dans les siècles précédents, toute la phase de l'esclavage. Aussi, le goût pour l'ailleurs, l'exotisme, l'autre est fondamental pour comprendre les liens généalogiques que l'on peut établir entre ces zoos humains. Et les chambres des merveilles apparues à la fin du XVIe siècle dans les grandes cours européennes. Les cabinets de curiosité qui leur succèdent et se multiplient au XVIIe et XVIIIe siècle, rassemblant des objets rares ou étranges, totalement hétéroclites, des mondes animaliers, végétaux, minéraux et humains, ou encore les ménageries et parcs zoologiques, ainsi que les cirques. Dans ce processus généalogique, les cabinets de curiosité font figure d'éléments fondateurs. D'une part parce que ces endroits, aussi divers que les collections qu'ils rassemblaient, ont fleuri dans toute l'Europe dès la fin de la Renaissance. D'autre part, parce que c'est dans ces capharnaums où les objets les plus improbables se côtoyaient pour répondre à un besoin impérieux de curiosité. Qu'est née la volonté de mieux connaître, de classer, de hiérarchiser le monde, ce qui en fait les ancêtres des musées. D'ailleurs, cet attrait irrépressible pour le merveilleux et cette fascination pour le curieux expliquent, en partie, la naissance du phénomène des zoos humains et leur succès.
Les ménageries, ces collections d'animaux divers initialement réservées à la satisfaction des plaisirs des aristocrates occidentaux, ont également contribué à la compréhension des exhibitions humaines au sein de parcs zoologiques. En effet, la Révolution française a bouleversé, à l'échelle européenne, l'histoire de ces établissements en démocratisant leur accès, comme ce fut le cas lors du transfert des animaux de la ménagerie royale de Versailles au Jardin des Plantes dans un but d'éducation populaire et de rupture avec les privilèges princiers. Au cours des 19e et 20e siècles, Londres et d'autres grandes villes en Europe se sont progressivement dotées de zoos ouverts au public, dont l'accès était soit gratuit, soit peu onéreux. Par ailleurs, le développement du tissu urbain lors de la première révolution industrielle explique également, pour partie, l'essor des jardins zoologiques au cœur des villes. Dans cette perspective, ces derniers deviennent des lieux de rassemblement, de collection, qui ne sont pas ordinairement réunis dans le milieu naturel. C'est à une véritable mise en ordre de la nature, telle que pouvaient la concevoir les naturalistes, au XVIIIe siècle que nous assistons. Si les différents espaces zoologiques sont mis à la disposition des savants pour qu'ils étudient, acclimatent ou se familiarisent avec des bêtes curieuses ou sauvages, mais aussi pour conforter ou infirmer les théories d'organisation du vivant, ils s'ouvrent rapidement au public, pour le distraire tout en l'éduquant. Dès lors que les mondes végétaux et animaliers s'avèrent progressivement mieux connus des savants et du public, les regards se tournent avec un intérêt croissant, à l'occasion de découvertes de nouvelles contrées, puis des conquêtes coloniales, vers la diversité morphologique humaine. Or, celle-ci doit rentrer dans des modèles explicatifs du monde, et à cet égard, les anthropologues physiques du XIXe siècle ont tenté d'expliquer scientifiquement cette diversité. L'humain devient un objet central d'étude, tout d'abord sous forme de squelettes ou d'artefacts culturels, puis via des corps reconstitués, disséqués ou momifiés, et enfin sous la forme de spécimens vivants. De l'autre côté de l'Atlantique, où vivent deux populations exotiques à demeure, avec les Afro-Américains descendants d'esclaves et les Indiens, le processus est différent. La référence en la matière qui a donné au modèle son nom reste d'abord Barnum, puis par la suite le Wild West Show de Buffalo Bill, qui connut un retentissement mondial. Né en Amérique, ces professionnels de l'étrange organisent des tournées à travers le monde et passent dans les plus grandes villes d'Europe, élaborant un concept nouveau dans l'univers de la culture de masse. Leur démarche est d'exhiber les êtres les plus sauvages ou les plus étranges, hybrides d'humanité et d'animalité, pour fasciner un public encore assez naïf. Ainsi, des deux côtés de l'océan, presque simultanément, mais dans des lieux distincts et spécifiques à chaque culture, on voit émerger les prémices des exhibitions ethnographiques de type moderne et porteuses d'un message comparable sur les exotiques. Genèse des os humains, on le sait depuis toujours. L'autre a été montré et mis en scène. Déjà dans l'Égypte ancienne, on exhibait des nains noirs provenant des contrées soudanaises. De même que dans l'Empire romain, on faisait défiler dans Rome les barbares et sauvages vaincus pour affirmer la supériorité et l'hégémonie romaine sur le monde. Par la suite, au cours des siècles d'exploration et de conquête du monde, des voyageurs et des explorateurs ont rapporté, dans les cours des monarchies occidentales, des spécimens humains, vivants ou non. Dans ce mouvement, les premiers spécimens exotiques présentés dans les grandes cours d'Europe ont connu des destins très divers, s'inscrivant dans la logique des cabinets de curiosité, alors en vogue dans la droite lignée de celui de l'Ashmolean Museum d'Oxford, créé au début du XVIIe siècle. Depuis Cortés et les Indiens Tupis, présentés au roi de France en 1550, les sauvages collectionnés par le duc Guillaume V de Bavière vers 1580 aux côtés d'une palette étonnante de nains et d'estropiés, le Tahitien ramené par Bougainvilliers en 1769,
jusqu'à l'installation d'une troupe d'Africains en 1784 près de Francfort, à l'initiative du duc Frédéric II de Hesse-Cassel pour observer leurs mœurs, mais aussi leur morphologie, puisque Samuel Thomas Sommering étudie les corps de certains d'entre eux. On assiste ainsi à la lente mais inexorable affirmation d'un processus et à l'émergence d'une passion pour la différence et l'exotisme en Occident. En France, la Révolution française favorise la création d'une société des observateurs de l'homme en 1800, donnant corps à une première forme d'anthropologie qui conduit à l'observation d'un jeune sauvage de l'Aveyron et du chinois Chong Hassam. Celle-ci réfléchit aux relations entre voyage et anthropologie. Dans le même temps, délégation royale, visiteurs princiers, esclaves, artistes affranchis, voyageurs, négociants, venus des différentes parties du monde se croisent et se fixent en Occident, donnant à voir un exotisme qui émerge dans les images comme dans les imaginaires. L'art et la science ne restent pas en marge, puisque les artistes comme Charles Lebrun se plaignaient de ne pouvoir disposer d'échantillons représentant la diversité des formes humaines peuplant la planète, en l'occurrence des différentes sortes de races. Ils désiraient comprendre les relations entre le corps et l'âme. Aux yeux des savants et des artistes, les Européens possédaient les angles faciaux les plus élevés, ce qui fait la preuve de leur propre génie face aux autres peuples. Mais tout ceci demandait à être confirmé par la démarche comparative et nécessitait l'usage de collections de références. C'est le naturaliste Blumenbach qui comprit le mieux la nécessité de créer une collection anthropologique avec de nombreux spécimens. Celle-ci rassemblait des portraits d'individus appartenant à diverses races et surtout 82 têtes osseuses. En France, les professeurs du muséum s'empressent de développer à leur tour une collection anthropologique. Cuvier, Serre, puis Quatrefages en firent une des plus célèbres du monde. La découverte de l'autre à travers ses collections de squelettes humains s'affirmait dans le monde de la science au moment où l'on cherchait à comprendre les hiérarchies humaines. À cet effet, les savants avaient besoin de collections anthropologiques et ethnographiques, mais ils désiraient également voir, toucher, mesurer, aux fins d'étudier. Les solutions étaient réduites, puisqu'il fallait soit partir sur le terrain, faire des missions longues et onéreuses réservées de fait à une minorité assez fortunée, soit faire venir auprès des savants leurs objets d'étude. C'est ainsi que se renforce la volonté de rassembler et de montrer des races au début du XIXe siècle, comme le rappelle Éric Barataille. Puisqu'un premier projet de parc ethnographique où chaque homme serait costumé à la manière de son pays, placé dans un local convenable à son genre de vie, avait été proposé à Paris en l'an 11. Dans cette continuité, un musée ethnologique a été réalisé en Suède sur les peuples scandinaves et différents projets de collections humaines, vivantes ou non, ont vu le jour en Europe ou aux États-Unis, dans la première moitié du siècle, sans pour autant connaître le succès du musée américain fondé par Phileas Taylor Barnum en 1841 à New York. Le processus était en mars. Toutefois, au milieu du XIXe siècle, le phénomène est parcellaire, même si dans la tournée des Zoulous de 1853, on trouve les signes avant-coureurs d'un nouveau modèle et ne constitue pas, à proprement parler, une industrie avec ses codes, ses professionnels ou son insertion dans les grandes manifestations coloniales. C'est encore une forme ludique de la force, de l'étrange, du curieux ou de la cruauté qui est mise en scène. C'est dans la seconde partie du siècle que l'on assiste à un processus qui aboutit à l'éclosion du modèle des zoos humains. Exhibition humaine d'exotiques plus ou moins radicalisées, des exhibitions ethniques
au village nègre. Exhibitions autonomes ou inscrites dans des dispositifs plus vastes, telles les expositions universelles ou coloniales. C'est un processus qui accompagne les mécanismes du capitalisme naissant. La première troupe de ce type est exhibée par l'entreprise Hagenbeck en 1874 à Hambourg, l'année même où Barnum arrive en Europe, constituant pour toute l'Europe de l'Ouest et centrale une date charnière dans la mutation des exhibitions humaines. Il s'agit d'une famille de 6 lapons accompagnée d'une trentaine de reines. Fort de son succès, l'Allemand Karl Hagenbeck exporte ses exhibitions, notamment en 1877 au Jardin d'acclimatation de Paris, et les professionnalise sous le nom d'exposition anthropozoologique, de manière quasi simultanée en 1876 à Philadelphie. Charles Rau de la Smithsonian Institution propose plusieurs exhibitions du même type dans le cadre de la Philadelphia Centennial Exhibition. Afin de montrer le niveau extrêmement bas de nos lointains ancêtres et de mieux mesurer le degré d'évolution des sociétés occidentales par rapport aux sociétés primitives. Aux côtés du roi des eaux allemand et des Barnums américains, moult impresarios trouvent peu à peu leur place, y compris ceux originaires des espaces coloniaux comme John Tevye ou J.C. Nayo Bruce, et développent leur propre organisation. Dès lors, la forme du zoo humain s'étend très vite pour former une véritable configuration historique en un peu plus d'une décennie. Ainsi, la grande nouveauté dans ces moments de foisonnement scientifique par rapport au XVIIIe siècle et à la première moitié du XIXe siècle, c'est de ne plus se contenter de récits, de voyageurs ou de gravures, mais d'exposer de manière à la fois savante et théâtrale, dans des espaces privés ou officiels, des hommes différents. En Europe, une étape similaire avait déjà été franchie au début du XIXe siècle avec l'exhibition de la Vénus Hottentote, 1810-1815, à Londres et Paris, dont le corps devient un objet de science. Dans ce contexte, Londres s'impose rapidement comme la capitale de ces spectacles exotiques. Avec les exhibitions d'Indiens en 1817, de Lapons en 1822, d'Esquimaux en 1824, d'Hommes de la Terre de Feu en 1829, de Guyanais en 1839, de Bushmen à partir de 1847, mais aussi de plusieurs groupes de Zoulous, dont l'importante exhibition de 1853 qui inaugure une grande tournée dans toute l'Europe. Cette tournée a fasciné Charles Dickens au point qu'il produisit par la suite un texte contre le mythe du bon sauvage. Voici encore une fois ces quelques minutes de fort partage sur ce qu'a été cette époque, la vie qu'il était réservée à ces personnes, leur histoire, que nous avons le devoir de dire, de partager, que nous avons le devoir de mémoire et faire en sorte que cela ne soit pas oublié. Voici ce livre qui clôt la deuxième étape de mon itinérance littéraire. Pour la passerelle, suivra le Code noir avant d'aller sur la deuxième population dont je vous parlais, pourtant occidentale, qui a vécu le même process, les mêmes procédures d'exploitation, de rejet, d'exclusion, d'effacement, et qui est toujours là. Et vous allez voir qu'il n'y a en fait pas de différence dans la méthode. Le bourreau reste toujours le même. Le socle d'oppression, d'exploitation est toujours le même. Et l'histoire ne nous apprend rien. Ou bien l'humain
n'apprend rien de l'histoire. Parce qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'on ne le prend pas en face. On ne fait pas face à l'histoire. On ne fait pas face à la vérité. On ne fait pas face tout simplement au respect des uns et des autres. Parce qu'il s'agit de ça, tout simplement. Il y a dans le message que je partage avec vous, cet instinct primaire qui domine, qui prédomine dans, dans ce chemin, sur cette itinérance. Vous allez voir, c'est très primaire, ça se répète, c'est quasi instinctif, mais voilà, comme l'homme s'est civilisé, nous pouvons espérer qu'avec le temps, ça va s'effacer et la connaissance va aider à cela. Et le courage également, et la bienveillance. Voilà, le Marigot en a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très bientôt pour la suite de notre itinérance. N'oubliez pas de voir la liste des livres que j'ai communiqués pour pouvoir voir les titres et les auteurs. Et enfin, aller chercher l'information pour pouvoir partager autour de vous. Le Marigot vous salue et vous dit à bientôt.